Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo. Comme vous l'avez constaté, aujourd'hui, nous recevons Kémy Séba, mais surtout, son bras droit, qui va nous parler des questions diverses. Mais avant de commencer, je vais tout de suite vous dire que JMTV+, est un média qui est dédié à tout le monde. Tout le monde a le droit de s'exprimer sur ce média-ci. Que l'on soit de gauche, de droite, de l'enfer ou du paradis, on a le droit de venir s'exprimer sur JMTV+. Je tords le cou tout de suite à ceux qui pourraient me traiter d'antisémite en vous présentant ces journaux dans lesquels j'ai écrit des articles. Ronald Échange Israël, qui est basé à Lyon, de mon ami Émile Azoulay. Vous verrez là-dedans que des articles comme ceux-ci sont écrits par Jackie Moifo. Voilà, il y en a deux. Je vous présente les deux afin que... Voilà. C'est Jackie Moifo, c'est Ronald Échange Israël, qui est basé à Lyon. Tout comme ce livre de Maurice Dorès, qui est professeur à l'université de Tel Aviv. Nous avons pris un café ensemble et discuté des choses et d'autres. Donc, qu'on ne me dise pas que je suis antisémite parce que je reçois Kémy Séba et Eric sur mon plateau, non. J'ai même été membre de l'association France-Israël dirigée par maître Gilles-William Golnadel. Donc, vous comprenez, tout le monde est le bienvenu sur ce plateau car dans ce pays, il va falloir un jour que lorsqu'on permet à Éric Zemmour de s'exprimer sur la chaîne publique, qui reçoit les subventions, qui reçoit, le mot m'échappe un peu, bref, tous les Français payent la redevance et tous les Français devraient avoir le droit de s'exprimer sur la chaîne publique. C'est pour corriger ces manquements-là que JMTV+ donne la parole à tout le monde. Marine Le Pen est la bienvenue sur ce plateau. Et d'ailleurs, j'ai lancé un appel et je fais des recherches pour pouvoir parler à Marine Le Pen. Bonjour Eric. Bonjour mon frère. Comment ça va? Ça va. Je ne suis pas sûr que le fait d'avoir montré toutes vos preuves de non-collusion avec le radicalisme noir puisse vous empêcher d'avoir des problèmes par la suite, mais bon. Allons-y pour l'interview. On entre en plein pied là-dedans. Alors, Kémy nous a demandé que tu parles à sa place, pas parce qu'il ne veut pas s'exprimer, mais parce qu'il faut qu'on comprenne que ce combat, il ne le porte pas seul. C'est bien cela, hein? On a coutume de parler de combat générationnel. C'est le combat d'une génération. Qui dit génération parle évidemment de nombre. La posture de l'ennemi, la posture médiatique, afin justement d'écarter une masse d'afro-descendants du message, était de dépeindre Kémy Séba comme une sorte de gourou, de chef groupusculaire, sectaire, et donc voilà, un espèce de chef, et puis avec des disciples. Alors ça n'a jamais été notre démarche. La vision politique qui est la nôtre consiste non pas à se prétendre comme un chef de je ne sais quel camp, mais juste un porte-parole de revendication de la masse, pour faire en sorte que justement nos décideurs, nos hommes politiques prennent en compte les aspirations du peuple. Voilà, ce n'est pas d'autre que cela. Lequel? Le peuple afro-descendant de manière globale. Afro-descendant. Et donc, dans une organisation comme la nôtre, comme notre ONG Urgence Panafricanisme, mais même les précédents mouvements qui ont été les nôtres, il n'y a jamais eu pour volonté justement de suivre, de l'arbinisme, de suivisme. Il y a une voix qui porte, il y a une voix qui parle, il y a différentes responsabilités, différents gens qui prennent conscience de l'urgence de la situation et qui se mettent en ordre d'action. On n'est pas forcément dans la volonté de tout le temps les mettre en lumière, de tout le temps les montrer, mais ceux qui sont au cœur de nos mouvements savent un peu comment on fonctionne. Et la dynamique actuelle qui est la nôtre, l'explosion médiatique de notre organisation nous pousse de plus en plus à mettre en avant les différentes têtes, les différents leaders de l'organisation. Surtout jeunes, hein? Jeunes et moins jeunes. Jeunes et moins jeunes. En même temps, on a une façon de faire la politique, on a une façon un peu de parler. Hein, je crois que samedi dernier, lors du grand meeting de Villeneuve-la-Garenne, on parlait de génération Thug Life. Thug Life, qui signifie quoi? Thug Life, la vie un peu de voyou, une façon un peu de pratiquer la politique hors code. Sans respect un peu des convenances, parce que la jeunesse a soif de démocratie, a soif de participation à la vie de la cité. Elle n'est pas entendue, elle n'est pas respectée, et parfois pour se faire entendre de ceux qui sont en haut, il faut un peu sortir des codes, il faut un peu sortir des protocoles politiques, oui. Il faut crier un peu plus fort, ce qui n'empêche pas un travail de fond
sur l'idéologie. Eri, le discours est bien rodé, je m'en rends compte, hein, mais bon, nous ne faisons pas de la communication, donc il va falloir que je te pose des questions. Maintenant que Kémy est parti, dis du mal de Kémy, présente-nous Kémy. Qui est Kémy Séba pour toi? Pourquoi vous voulez que je dise du mal? Ah ben, vas-y, dis du mal, dis du bien si tu veux. Je suis son collaborateur, son ami proche depuis maintenant presque 13-14 années. Les rapports qui sont les nôtres me permettent de lui dire des choses quand ça ne va pas. Il m'écoute. Quand généralement il a une orientation, quand il pose un choix politique, il consulte autour de lui. Ah, c'est pas un dictateur alors. Non. Non, loin de là. Il consulte autour de lui, il essaye de recueillir les avis et à partir de cela, il se détermine. Et je ne m'empêche aucunement de lui faire part un peu de ma vision des choses, de lui dire que oui, je sens les choses un peu différemment. Il m'écoute, il reçoit mes arguments et il réfléchit après de son côté. Donc c'est une relation, c'est une interaction, un mouvement de va-et-vient. Lorsqu'on parle de Kémy Séba dans la communauté blanche en France, on entend ceci: raciste, anti-blanc, antisémite, super marxiste, noir et autres. Est-ce que cette image que la communauté blanche veut coller à Kémy Séba tient la route? Déjà, qu'est-ce que la communauté blanche? Il faut dire... Est-ce que vous pensez que c'est un bloc monolithique? Vous parlez de qui a déterminé ce qu'est la communauté blanche? Les blancs. Non, il y a une oligarchie, c'est souvent le langage qui est le nôtre, un petit groupe de personnes, et quel que soit, hein, ça dépasse les questions de couleur, ça dépasse les questions de spiritualité, un petit groupe de personnes qui profitent d'un système et qui n'a pas pour, on va dire, intérêt à ce que les choses changent. Ces gens-là ont tendance à vouloir le diabolir, à vouloir faire de nous ce que nous ne sommes pas. Mais il suffisait d'être présent au meeting de samedi, il y a des prolétaires. Il y a des prolétaires blancs, il y a des gens qui subissent un système et qui eux aussi ont tout intérêt à s'émanciper, à se débarrasser de cette petite caste de gens qui est au pouvoir et qui asphyxient l'humanité entière. Il y a des gens, des sympathisants de toute origine. Si vous venez au meeting à nos réunions, vous verrez des Français de souche, vous verrez des Maghrébins, vous verrez des Chinois. Quand Kémy Séba voyage à l'étranger, et quand il a des connexions en Amérique latine, il est excellemment reçu. Parce qu'on reçoit un représentant d'une certaine tendance, d'une certaine vision politique africaine. Il y a un échange culturel. Il y a toujours eu des passerelles entre l'Amérique latine et l'Afrique. Donc du coup, quand vous parlez de communauté blanche, non, c'est une construction médiatique d'une petite caste. Les médias ne sont pas tenus par des Noirs en France, que je sache. Hein, donc. Mais ils sont pas... Oui, justement, c'est parce qu'ils ne sont pas tenus par des Noirs qu'ils ont tendance à déformer la réalité et à ne pas forcément retranscrire l'action qui est la nôtre de la façon la plus juste. Est-ce que Kémy Séba est raciste? Écoutez, Kémy Séba mange des enfants au petit déjeuner. Des enfants au petit déjeuner. Kémy Séba, lui, tue des blancs. Non, il faut qu'on soit sérieux. Je suis un peu gêné même de perdre du temps à répondre à ces questions avec un journaliste de la communauté, parce que c'est des questions généralement qui nous sont balancées par le camp d'en face. Ces histoires de racisme, il n'y a pas de suprémacisme noir ici en France. Être dans une logique de suprémacisme signifierait que nous avons le pouvoir d'écraser, de tyranniser, de coloniser des blancs. Or, n'importe quelle personne qui vit en France se rend compte que les Noirs n'ont aucun pouvoir, on n'a pas de pouvoir politique, on n'a pas de pouvoir économique, on ne représente rien du tout. Donc parler de suprémacisme noir ou de racisme à l'égard de Kémy Séba, c'est risible. Voilà. Cette accusation de racisme a été balancée par les gens de la communauté, on va dire, du peuple élu, le lobby qu'on ne peut pas nommer, et qui, pour éviter justement qu'un nombre de plus en plus grandissant d'afrodescendants se découvre, se connecte au message politique qu'est le nôtre, on a lancé des anathèmes. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, si vous dites que je veux que l'Afrique se développe, on va vous cataloguer en tant que suprémaciste. Si vous dites que je préfère m'unir, m'allier ou me marier avec une femme noire, on va vous dire que vous êtes raciste. Voilà. Parce que vous n'êtes pas dans le mélangisme. L'amour, il n'y a pas de couleur. Les sentiments ne se commandent pas. Elles se subissent. Mais en revanche, ce que nous refusons, c'est l'idéologie imposée qui vise à nous faire croire,
à nous obliger à nous unir, à nous mélanger au reste de l'humanité, là où les puissants, les dominants ont tendance à rester en mariage endogamique, à ne pas se mélanger avec les autres. Donc, ils veulent nous pousser à faire ce qu'ils ne font pas. Alors, peut-on dire que vous êtes contre l'assimilation, tout simplement? Chacun fait ce qu'il a à faire. S'il y a des gens qui veulent grandir, vivre et mourir en France, c'est leur choix. C'est leur volonté. Nous, on est dans une logique de travail qui vise à émanciper l'Afrique. Que l'Afrique soit souveraine, que l'Afrique soit maître de son destin politique, économique, que l'Afrique puisse jouir de ses richesses. C'est la seule chose qu'on demande. Ni plus ni moins. Nous allons maintenant aborder le sujet du franc CFA. Tout récemment, et même encore en ce moment, Kémy défraie la chronique en Afrique, en France, parce qu'il a brûlé un billet de 5000 francs CFA à Dakar au Sénégal. Je suppose que vous étiez concerté avant qu'il ne pose cet acte-là. Vous savez, ça fait près d'une année. Près d'une année qu'on travaille donc sur la question du franc CFA. Qu'on voyait ce qui avait été fait auparavant, c'est que vous aviez des chercheurs, des intellectuels qui travaillaient sur cette question, mais ça restait confiné à une niche de personnes. Et il ne peut pas y avoir de changement sans adhésion, sans embarquer les masses. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que justement il y ait une accélération des choses? Parce que notre militantisme, c'est un militantisme du pragmatisme, de l'efficacité. On veut avoir un effet sur la réalité. On veut que les choses changent. Autrement, c'est qu'on n'est pas efficace. C'est qu'on ne sert à rien. Il faut qu'on se parle clairement. Il y a une urgence, c'est le nom de notre ONG, Urgence panafricaniste. On a un continent qui se meurt et on ne peut plus se mettre à pérorer, à débattre pour que finalement, en ressortant, les choses restent telles quelles. Et sur la question du franc CFA, on réfléchissait aux moyens qui pouvaient être mis en place pour que les masses se saisissent de la question. Mais quand vous avez une idée, il faut que la chose se passe dans le bon tempo. Si vous et moi on se met à danser et qu'on est à contre-rythme, ça va être ridicule. Donc il fallait attendre le bon moment et on sentait une maturation auprès justement des populations, auprès des masses. On avait fait plusieurs mobilisations le 7 janvier, le 11 février, transcontinentales, dans différents endroits. Sur cette question, il y avait une maturation et on s'est dit que le 19 août, c'était le bon moment pour que la chose se fasse. Et Kémy Séba s'est mis à brûler un billet de 5000 francs de manière symbolique et puis ça a eu le retentissement que ça a eu. Est-ce que vous pensez que s'il n'avait pas été incarcéré, cette affaire aurait eu le retentissement qu'il a aujourd'hui? À vrai dire, non. Il faut qu'on soit sincère. Et nous, quand on le fait, on ne se dit pas que derrière, il va y avoir une arrestation, je ne sais quoi. Non. Ça serait dans une bonne erreur de la part de Macky Sall de faire incarcérer Kémy Séba dans son pays. Vous savez, les hommes font les plans, mais le meilleur des planificateurs reste le créateur. On est dans une action politique qui mêle réflexion, idéologie, mais également engagement et foi spirituelle. Les deux sont imbriqués. Il y a des choses qu'on ne s'explique pas. Il y a des décisions qu'on prend à un moment précis. On pense que c'est nous qui décidons de le faire, mais il y a des choses qui nous dépassent. Et il est évident que l'excitation, l'embêtement, l'embarrassement de la BCEAO nous a été profitable. Quand on est en politique, c'est l'ère de la guerre, c'est une stratégie d'échec. Il faut savoir faire les choses de manière intelligente au bon moment. Je pense qu'ils ont été dans la volonté de, un peu comme à l'époque des rébellions esclavagistes. Quand vous avez un esclave qui lève la tête, qui est insoumis et qui peut justement être une gangrène pour toute la plantation, on le sort, on le punit collectivement et les autres tremblent. Ils se sont dit, bon voilà, Kémy Séba a brûlé un billet. Symboliquement, l'acte qu'il a posé est extrêmement fort, porte atteinte à nos intérêts. On va le prendre, on va l'arrêter, il va se calmer. Or, ça a eu l'effet contraire. C'était l'effet contraire. Car au Cameroun, à Douala et Sama, qui était un autre activiste anti-France-Afrique, en a brûlé également, et un peu partout. Un peu partout, tout le monde s'est saisi de la question, anonyme comme gens connus. Et ça montrait justement que cette question du franc CFA est sortie un peu du cercle des spécialistes et qu'elle a été reprise par l'ensemble des populations et que surtout il y a eu une espèce d'empathie, j'ai envie de dire même de fusion avec la personne de Kémy Séba. L'idée c'était que
Je pense que beaucoup d'Africains ont versé ont lu l'histoire, ont vu tous les martyrs, tous les gens qui se sont levés, à chaque fois mourir seuls. Et beaucoup se disent que ça ne doit plus se passer, ça ne doit plus arriver. Que désormais, lorsqu'un de nos leaders, alors un de nos porte-voix, je pense que c'est le terme beaucoup plus approprié, est attaqué par le système alors qu'il fait don de sa personne à la collectivité, on ne doit plus la laisser seule. Et c'est ce qui s'est passé en termes d'adhésion, on l'a vu un peu sur la toile, avec le fameux hashtag Libéré Kémy Séba, avec chaque personne qui faisait des vidéos de billets. Et du coup, je pense que les gens de la BCEAO qui sont déconnectés des réalités n'ont pas perçu cela et ont été très embêtés par la suite. D'ailleurs, au moment de la relaxe le mardi, les gens de la BCEAO avaient prévu de faire une conférence de presse qu'ils ont annulée, qu'ils n'ont pas faite, ne se sont pas exprimés dessus. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient fortement qu'ils n'avaient rien à dire de bon et que finalement, en observant ce qui s'est passé en extérieur, le mouvement de sympathie, d'adhésion des masses à l'endroit de Kémy Séba, que finalement, il valait mieux enterrer l'affaire sous le tapis et laisser les choses se passer. À sa sortie de cette prison ou de cette cellule, Kémy a donné une interview dans laquelle il pointe du doigt le maître basé en France qui donnerait des ordres au contre-maître Macky Sall et autres chefs d'État africains. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'Élysée a toujours une grande influence sur les chefs d'État africains et sur le franc CFA ? C'est leur tradition, c'est comment ça se passe. Toute personne qui s'intéresse un minimum à l'histoire africaine, l'histoire politique africaine, sait que nos présidents, enfin nos préfets, parce que je pense que c'est comme ça qu'on doit les appeler, sans l'aide de la France, militaire, économique, ne tiennent pas. Combien de pays africains arrivent encore à tenir et à payer leurs fonctionnaires grâce à l'aide française ? Combien de nos préfets africains arrivent Préfets ? Oui, préfets, parce qu'ils ne décident pas, ils reçoivent des ordres. Ils ne sont pas souverains. Si ils appliquaient des politiques en accord avec la volonté du peuple, on pourrait parler de présidents, de gens qui président, qui gouvernent. Mais lorsque les décisions viennent d'une autorité supérieure, en l'occurrence de la France, on peut parler justement de préfets, de gens qui appliquent pour la majorité, faut pas non plus qu'on soit caricatural, mais pour la majorité qui appliquent et qui prennent des décisions en fonction des desiderata de la France. Et la France a une implantation sur le continent africain qu'on ne soupçonne pas en termes de renseignement, en termes de présence militaire, en termes de présence économique via leurs entreprises, en termes de présence d'impérialisme culturel avec le fameux concept de la coopération. Tout est bien agencé. Et quand les gens de la BCEAO avec un gouverneur français les Français qui ont le droit de veto dans cette banque. La BCEAO et à la BIAC, exactement. L'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. La BCEAO ne peut pas prendre une telle initiative sans en référer aux Français qui sont dans le conseil d'administration, et ce Français ne peut pas prendre l'autorisation auprès du Quai d'Orsay ou de je ne sais quelle officine de l'Élysée sans qu'eux donnent leur accord. Donc c'est une chaîne, c'est un maillon qu'il faut qu'on remonte, et quand on remonte, on arrive du côté de la France. Voilà. La France, ça on a eu l'occasion de le dire, et il faut que vos auditeurs s'en rendent compte. Vos téléspectateurs, s'en rendent compte. La France, sans l'Afrique, sans ses puissances et ses richesses, c'est une puissance moyenne. C'est la Grèce ou le Portugal. Il faut qu'on se le dise. Et donc la France n'a aucunement intérêt à ce que les Africains jouissent de leur richesse et s'émancipent. Cela me permet de vous poser une question qu'un téléspectateur fan du bœuf bourguignon m'a envoyé pour Kémy, et vous êtes habilité à répondre. Jean-Paul Moon, qui est à Nantes, m'a écrit et m'a chargé de demander ceci à Kémy. Sachant que depuis De Gaulle, tous ceux qui sont opposés à la politique française en Afrique sont bizarrement morts ou ont été assassinés. Est-ce que Kémy, ou est-ce que vous-même qui êtes avec Kémy, n'avez-vous pas peur pour vos vies? Écoutez, il y a un proverbe, il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. Il faut savoir ce qu'on veut. Vous craignez donc quand même pour vos vies? On craint pas, oui, on n'est pas des... C'est aussi, il faut qu'on rétablisse un peu les choses. On est des pères de famille, on a des enfants. On aime les moments en famille, quand on est ensemble, c'est comme tout parent.
Mais au-delà de ça, nous sommes dans une posture de faire don de notre personne à l'intérêt commun, à l'intérêt collectif, à l'Afrique. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est la fameuse parabole, hein, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire avec Lumumba, qui franchit la rive. Patrice Lumumba, qui était leader congolais, voilà, qui est aussi mort bizarrement. Qui franchit la rive et qui fait demi-tour parce qu'il y a ses enfants qui sont restés de l'autre côté. Symboliquement, le choix est fort. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je continue mon chemin pour atteindre l'autre rive et poursuivre la contestation, quitte à perdre les miens les plus proches, mais au final, libérer tout un pays, toute une terre? Ou est-ce que je fais le chemin du retour pour préserver mon petit cocon, ma famille, les liens du sang, mais mettre en péril, la libération de tout un pays? Nous, on a fait un choix. C'est qu'on ne peut pas continuer à regarder les autres nations, on ne peut pas continuer à envier les autres pays, on ne peut pas continuer à vivre, à voyager dans des espaces pacifiés, dans des espaces qui sont développés, consommer les produits des autres, payer des impôts chez les autres, et alors que notre terre est occupée par les autres. Je trouve que c'est porter injure à nos prédécesseurs, à ceux qui se sont battus pour qu'on puisse, vous et moi, aujourd'hui, nous exprimer librement, sans avoir des chaînes au bout des... Librement, entre guillemets. Entre guillemets. Mais voilà, donc je pense que ce serait porter injure à leur mémoire que de raser les murs et se dire que finalement, non, mieux vaut être gentil, mieux vaut filer droit et ne pas vouloir contester un système parce qu'on pourrait être attaqué ou perdre la vie. Vous savez, hein, perdre la vie, c'est une chose, on va tous transiter, quitte à mourir, autant de mourir la tête haute, dignement. Et c'est ce message qu'on est en train de diffuser au plus grand nombre qui inquiète les autorités parce qu'on est en train de reprogrammer les nôtres qui avons été élevés, éduqués dans la soumission, dans la crainte de ces gens-là. Ils sont plus puissants que nous, ils ont des armées, ils ont des drones, des satellites, ils sont puissants économiquement et de cette façon on était conditionnés pour être soumis et écouter ce qu'ils nous disaient pour qu'on se développe. À partir du moment où on prend conscience de notre force, notre capacité à abattre tout un système, là, ils nous craignent. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire auprès des nôtres. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, nous y sommes toujours. Nous allons maintenant aborder l'avant-dernière partie de ce programme, qui est celle de l'avenir. Alors, que va-t-il se passer? Il est dit ça et là que Kémy retourne bientôt en Afrique. Est-ce que cela va être possible étant donné qu'il va retourner qu'en Afrique francophone où les préfets, comme vous dites, reçoivent des ordres? Va-t-il pouvoir retourner en Afrique? Si oui, dans quel pays? Est-ce que vous êtes habilité à en parler? Alors, oui, je peux en parler parce que Kémy Séba lui-même l'a publiquement exprimé. Il retournera au Bénin. Au Bénin? Au Bénin. Chez Patrice Talon, qui est le président du Bénin. Chez Patrice Talon, mais surtout dans son pays d'origine, le pays de ses ancêtres. Alors, on n'a pas une vision étriquée, hein. Voilà, se réfère à notre pays, voilà. Vous parlez justement des préfets et des possibilités qui lui seront offertes ou non de pouvoir développer son message politique. Je pense que tout dépend du rapport de force. Nos préfets, certes, doivent rendre des comptes au chef, à savoir la France, mais ils vivent dans un pays avec une population, et si la population, à un moment donné, fait comprendre à ses chefs d'État qu'il lui faut écouter ses aspirations, ils vont être un peu partagés, hein, comme on dit, entre le marteau et l'enclume. Il faut aussi qu'on précise une chose. Nous ne sommes pas en opposition avec nos chefs d'État africains. On sait ce qu'il en est. On sait le poids des puissances occidentales, parce qu'il n'y a pas que la France, il y a d'autres pays. On dit juste qu'on est à un tournant historique et que la seule chose, nous on n'est pas là, on n'est pas des envoyés de l'étranger pour développer des programmes de démocratie ou de théorie du genre ou de l'homosexualité, toutes ces choses, comme beaucoup d'activistes peuvent l'être parce qu'ils sont programmés, financés par l'Occident. On veut juste à un moment donné que si une politique doit être mise en place, elle doit être en accord, en relation avec le vote du peuple. Si le peuple veut... Elle doit profiter au peuple, en un mot. Oui, mais si le peuple veut une dictature éclairée, que ça se mette en place. Si le peuple veut qu'on prenne telle orientation, qu'on écoute. Si le peuple refuse les APE, qu'on l'écoute. Si le peuple refuse l'installation d'une base militaire, qu'on l'écoute. On ne demande que ça.
C'est la seule chose. Nous ne sommes pas opposés en opposition avec nos chefs d'État africains. On ne cherche pas à créer des foyers d'insurrection, de déstabilisation. On veut juste à un moment donné leur dire écoutez ce que la jeunesse vous dit, ce que vos enfants vous disent. Il n'est pas normal que pour le moindre rythme, la moindre épidémie, ce soit tout un casse-tête. Vous savez comment ça se passe. Quelqu'un est malade, vous n'avez pas l'argent, il faut cotiser à gauche, à droite. Vous arrivez aux urgences, on ne vous prend pas tant que vous ne payez pas. Et même ceux qui ont de l'argent, parfois, ne trouvent pas de soins sur place, il faut les évacuer. Et voilà. Bon, nous allons maintenant passer à la minute de Wes Fosso, qui est mon chroniqueur pour cette émission. Wes, Oui. merci. Ensuite... Bonjour. Bonjour. Bonjour Wes. Hein? Yes, I. Yeah, have a Allez. seat. Alors, donc, Eric, ça va? Ça va. D'accord. Je vous ai entendu parler de votre foi spirituelle. Est-ce que cette foi spirituelle, autant pour moi, est basée sur les religions des esclavagistes que vous combattez? Qu'est-ce que vous appelez Et religion sinon d'esclavagistes? Ben, les religions que les gens qui ont amené, qui ont été impliqués dans l'esclavage nous ont apporté. Le christianisme Puisque ou de toutes les l'islam, façons, c'est pas des religions africaines à la base. Voilà. Nous, on a une vision qui est très simple. Hein. On a un objectif fédérateur, de rassembler les nôtres. On a trop souvent, et ça c'est même peut-être plus des questions qui sont liées à un contexte diasporique que sur le continent africain, Ouais. à vouloir mettre en place des chapelles, façon de parler. Oui, bien sûr. À dire, oui, si on doit se libérer, il faut qu'on critique l'islam, il faut qu'on critique le christianisme. Si vous êtes dans ces religions, vous êtes des aliénés. Vous allez me dire, très cher frère, que Simon Kimbungu est un aliéné. Vous allez me dire que quelqu'un comme Cheikh Anta Diop, qui a fait un travail intellectuel extraordinaire pour la renaissance noire, est un aliéné parce qu'il est dans l'islam. La seule chose qu'on explique aux nôtres, c'est de leur dire que si vous êtes dans ces cultes, dans ces religions, essayez un peu de faire la corrélation, le lien avec les religions ancestrales, essayez un peu d'étudier les personnages qui sont mis dans ces textes et de voir de quelle façon c'est une récupération, une transformation des nôtres, d'être dans un travail intellectuel, gymnastique intellectuelle. Je pense qu'il faut qu'on arrête de jeter l'anathème sur les nôtres. C'est la meilleure façon de les crisper et d'empêcher justement un travail d'unité. Que penses-tu, Eric, de l'institution qui a pour nom la francophonie? La francophonie, bon, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, d'impérialisme culturel. C'est la possibilité pour la France, à travers des projets, des partenariats, l'octroi de bourses, d'avoir un œil un peu sur les élites des pays africains, de les formater, de les conditionner dans un certain rapport avec l'ancienne puissance coloniale et de contrôler l'évolution de nos pays en Afrique. Voilà. Nous, on dit une seule chose, quand l'Afrique sera émancipée, quand l'Afrique sera totalement libre, il ne s'agit pas de s'opposer à la France, de s'opposer aux langues étrangères. Vous prenez un pays comme le Cameroun, c'est un pays qui est extrêmement riche parce qu'il y a de l'anglais, il y a de l'allemand, il y a du français, et c'est même une force pour les ressortissants du Cameroun parce qu'ils peuvent commercer avec ces différents pays, ça leur donne une diversité, donc c'est dans la diversité qu'il y a de l'enrichissement. On dit juste que à l'heure actuelle, ces instruments sont au service d'un impérialisme et non pas de l'émancipation, de la libération de l'Afrique. Plutôt Martin Luther King ou Malcolm X? On n'est jamais... Je pense que c'est les deux revers d'une même médaille. Pendant longtemps, on a voulu opposer les deux, mais si vous travaillez, si vous approfondissez la question sur Martin Luther King, il y a des convergences. Les deux se sont discutés, les deux ont entretenu de bonnes relations, et sur la fin de sa carrière politique, il y a cette fameuse phrase de Martin Luther King qui dit, bon, il faudra retravailler le fond, mais en gros, il disait qu'il avait l'impression d'avoir emmené son peuple dans une maison en feu.
Donc il a fait preuve d'une lucidité politique, donc on ne peut pas le catégoriser dans la classe des bandits ou des traîtres. C'est toujours pareil, hein, ça c'est encore une construction médiatique des gens d'en face qui veulent opposer les camps en disant voilà la bonne voie Martin Luther King, la mauvaise voie Malcolm X. Nous on considère que justement ce sont des gens qui ont donné de leur vie, de leur personne pour l'émancipation des Noirs, et donc pour l'ensemble de leur œuvre, il faut les respecter. Oui, ça c'était l'idée de ce qu'on en a fait. Mais ce que je voulais savoir en fait, c'est ce qu'en pense... On ne peut pas, parce qu'en fait, il faut contextualiser les choses. Lorsque Martin Luther King est dans un combat, on va dire, assimilationniste, on est dans les années 60, il n'y a pas encore de précédent. Les Noirs sortent à peine de la ségrégation, donc dans l'optique de se dire que, bon, voilà, ils peuvent s'intégrer à une nation. Aujourd'hui, en 2017, avec tout le recul qu'on a, parler d'un combat intégrationniste n'a pas de sens, n'a aucun sens. D'accord. Alors, plutôt Robert Mugabe ou Nelson Mandela? Vous savez que l'Afrique du Sud entretient les meilleures relations avec Mugabe. Sans Thabo Mbeki, la Grande-Bretagne aurait même assassiné Robert Mugabe. Donc du coup, on ne peut pas non plus les opposer. Pareil, hein, on parle de quel Nelson Mandela? Celui des premières heures, de la guérilla militaire. Nous, la seule critique, parce qu'on n'est pas non plus pour hagiographer nos leaders, on doit les soumettre à un exercice critique. La seule chose que je peux reprocher à Nelson Mandela, c'est d'avoir négocié, on va dire, troquer la souveraineté politique en l'échange du pouvoir économique, et donc au bourg, et de ne pas avoir permis à l'ensemble des Noirs de jouir, de se développer politiquement. On a l'impression que la classe politique de l'ANC est devenue la nouvelle oligarchie, mais qu'il n'y a pas eu de changement pour les masses africaines, et surtout il n'y a pas eu de véritable un acte fort au niveau de la réforme agraire. Les Blancs continuent à contrôler majoritairement les terres, et ça ce n'est pas normal. Voilà. La réforme agraire qui n'a pas été faite. C'est la chose qu'on peut reprocher à Nelson Mandela. Certains diront que ce n'était pas de son... C'était plutôt le bilan, ce qu'aurait dû faire un Thabo Mbeki, mais je pense que, vous savez, on finira là-dessus, les Européens, les Occidentaux n'ont pas leur pareil pour anticiper les choses. Ils se sont rendus compte que le régime de l'apartheid ne pouvait pas tenir et qu'il pouvait y avoir quelque chose d'extrêmement dangereux, à savoir l'image de Noirs Sud-Africains qui prennent le pouvoir par eux-mêmes, par la force, et la contagion que ça pouvait provoquer sur le continent africain. Donc ils ont anticipé, ils ont, on va dire, anticipé la libération de Mandela, entamé des négociations, et Nelson Mandela était en position de force. Et n'a pas à exiger assez de choses. Il a accepté le démantèlement du programme nucléaire. Donc l'Afrique aurait pu être, l'Afrique du Sud aurait pu être la première puissance africaine à avoir l'arme nucléaire. Et voilà, c'est des petites choses comme ça en plus de la réforme qui me gênent un peu dans son bilan. Dernière question, Wes Fosso. J'en ai deux petites dernières pour la hauteur. Alors donc plutôt Simone Veil ou Rosa Parks? Je bois mon café. D'accord. C'est produit en Afrique, le café, hein? Non, Rosa Parks, Simone Veil, Simone Veil, je vais pas vous poser le problème, hein? Okay. Vis-à-vis de ceux qui ont signé votre livre, mais non, mon influence, c'est Rosa Parks. Ok, bon, la petite dernière, alors, plutôt Sankara ou Compaoré? Je crois que là, tu seras beaucoup plus à l'aise. Faut vraiment que je réponde. Tu peux prendre un joker. On est plutôt capitaine. Capitaine Sankara. Voilà. Merci Wes Fosso. Merci. Ben, à la revoyons. À la revoyons. Au plaisir. La dernière question pour clore ce programme. Sachant que 50% de la réserve monétaire des 14 pays d'Afrique francophone est détenue par la Banque de France. Oui. Ce qui permet bien à l'économie française de tenir tête face à l'Allemagne qui travaille, face à la Suède qui, elle, travaille. Aujourd'hui, vous prenez la sortie de ces pays-là, de cette monnaie, qui permet à la France de rayonner. Pensez-vous que la France accepterait cela? Mais la France... Est-ce que ce n'est pas la mort de la France qui est programmée si ces 14 pays qui... La France va se soumettre à la volonté du peuple et des masses africaines. Elle n'aura pas son mot à dire.
C'est un rapport de force qu'on est en train d'engager. C'est dans la mort programmée de la France. Là. Mais totalement. Ou alors il va falloir qu'elle se restructure. Vous savez, chaque été, le prix donc, de l'électricité augmente de quelques centimes. 1 ou 2 euros, quelque chose comme ça. Et ça fait l'objet de débats. Pour 1 ou 2 euros. Hein. Mais ce que les Français doivent savoir, c'est que si la France arrive à avoir l'électricité la moins chère d'Europe, c'est grâce donc au nucléaire. Et ce nucléaire provient principalement de l'uranium du Niger. Et si la France payait au véritable prix l'uranium du Niger, ce ne serait pas des augmentations de 1 ou 2 euros, mais je pense qu'au moins de 25 à 30% minimum. Il faut qu'ils se préparent. Il faut qu'ils se préparent à un moment donné à accepter qu'ils ne peuvent plus continuer à vivre au profit des autres. Et on est dans un... Ça dépend des autres, vous voulez dire. Oui, on dépend des autres. On est dans un rapport de force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pensons fermement que la politique à l'ancienne, avec les dirigeants, les parlementaires, la voie électorale, a vécu. Les politiciens n'ont pas été à la hauteur des enjeux. Ils ont trahi les idéaux des pères fondateurs. Même les pères fondateurs, même dès qu'ils ont eu souvent l'indépendance, ont viré dans le camp de la trahison. Et je pense que c'est la société civile, c'est la pression justement des sans-grades, de ceux qui n'ont rien, qui va amener le changement. Voilà. On a une société civile qui est calée, qui est compétente sur différentes questions politiques, économiques, écologiques, qui a une expertise mais qui n'a pas les leviers du pouvoir. Et je pense que maintenant, on n'est plus au stade où il faut taper à la porte gentiment, calmement pour que nos décideurs acceptent, nous écoutent. Je pense qu'il va falloir engager un rapport de force. Et c'est ce rapport de force qui va faire que nos politiques africains vont nous écouter et vont accepter nos doléances. Et ce qui va faire que la France va changer de braquet. La France ne changera pas de braquet, ne changera pas d'orientation politique parce qu'elle est dans un rapport de domination. Elle ne considère pas l'homme noir à part égale, à part entière. Et ça, il faut une fois qu'on a compris cela, on n'est plus dans le quémandage, dans le marchandage avec ces gens-là, on est dans le rapport de force. Et c'est ce qui leur fait peur, parce qu'on a compris ça depuis le début. Notre action politique n'est que ça. C'est ce qui leur fait peur. Oui. Herri, où est-ce que vous naquîtes? Vous êtes né où? Là, je suis né en France, oui. Êtes-vous français? De papier, oui. Est-ce que vous vous sentez français? Écoutez, nous sommes dans une vision identitaire, c'est-à-dire qu'on considère qu'être français, c'est adhérer à des valeurs, adhérer à des principes. Moi, la révolution droit de l'homiste de 1789 ne me parle pas. Je ne me sens aucunement lié à l'idéologie des Lumières. Les Lumières qui écrivaient des textes de négrophobie. Voilà. Donc, être français, c'est être en accord avec une histoire, avec un pays. Voilà. Je suis un enfant issu de parents camerounais, issu d'une immigration économique, avec tous les drames que ça comporte. Et je pense que si nos pays, justement, étaient... Parce que, je vais pas... Pour une fois, je parlais un peu de moi et de mon père. Mon père était un militant de l'UPC. Et quand il y avait l'Union des populations camerounaises, on va en reparler dans quelques minutes avec ce livre pour terminer. Et il y avait une purge qui était faite, il y avait une chasse aux militants, aux nationalistes. Et donc, voilà, il est passé par la Guinée, et puis il est remonté, et puis on est arrivé en France. Voilà. Et après, vous êtes pris dans les on va dire l'urgence, voilà, le travail, vous mettez un peu de côté vos convictions politiques. Il y avait quelques réunions à la maison, je me souviens, des réunions politiques du comité UPC. Et comme les chiens ne font pas des chats. Donc moi j'étais dans un coin de la pièce, je comprenais pas tout, j'étais jeune, mais je pense que c'est ce qui m'a un peu conditionné, formé. Aujourd'hui, je ne me construis pas en opposition avec la France. Les Français qui sont véritablement respectueux de l'Afrique et des Africains et qui veulent sa souveraineté et qui considèrent que ce que leur pays fait en Afrique n'est pas bon, ont tout mon respect, notre respect. Et ça aussi, il faut qu'on soit clair. Est-ce que vous êtes capable de dire notre pays, la France? Il faut adhérer à des valeurs, il faut adhérer à... Quand on se dit français, il faut accepter la royauté, il faut accepter les différents régimes. Et je ne peux pas dire notre pays, je peux pas, avec ce que la France a fait, la France de Gaulle, voilà, ce qu'elle a fait en Afrique, hein, les exécutions, je ne peux pas. Mais je n'ai pas développé de haine de la France. On a dépassé ce stade. On va détendre l'atmosphère. Est-ce que vous aimez l'humour? Ça dépend de quel humour. Est-ce qu'on peut rire de tout? Ça dépend avec qui. Est-ce qu'il est bon votre café?
Il est très bon. Il y en a encore? Il y en a un petit peu. Savez-vous la différence qu'il y a entre un noir et un blanc en matière de café? Si vous ne savez pas, je vais vous le dire. Non, Hein. dites-le moi. Je sens que je vais rigoler. Les uns le cultivent, les autres le consomment, et c'est ceux qui consomment qui fixent le prix d'achat en plus. C'est qui est une aberration, n'est-ce pas? C'est ça. Ce qui est extraordinaire, c'est que le prix de nos matières premières soit fixé, je crois, à la bourse de Londres. C'est les consommateurs, pas les cultivateurs. C'est terrible. On est encore dans un schéma d'exploitation coloniale, c'est-à-dire qu'on exproprie, on extrait les richesses, on les déporte vers la métropole, on transforme là-bas, donc on crée la richesse sur place et on nous renvoie les choses à un prix surélevé. Ça ne peut plus continuer. Et c'est là qu'on parle de partenariat qui n'est pas gagnant, qui n'est pas d'égal à égal. On nous considère comme des sous-hommes. Mais je pense qu'il faut... C'est même pas tant la France qu'il faut indexer. C'est nos responsables, nos décideurs qui ne sont pas à la hauteur des défis et des enjeux. Et ceux qui ont été à la hauteur, Thomas Sankara, vous savez par où il est passé aujourd'hui? Oui, on le sait. Même Laurent Désiré Kabila en janvier 2001, j'étais à Libreville, et j'avais même prédit son assassinat 6 jours en amont, parce que sur le perron du palais de Libreville, il tenait un discours qui ne pouvait pas plaire à certains. Donc ceux qui ont tenu sont morts. C'est la raison pour laquelle Jean-Paul Mounet m'a chargé de vous demander est-ce que vous avez préparé vos cercueils? Bah écoutez, on transitera tous, mais nous ne sommes pas dans la martyrologie. Je peux vous dire qu'à une époque, on pouvait éliminer une tête et puis le combat s'arrêtait. Et c'est pour ça qu'à chacune de nos sorties publiques, de nos interventions, et souvent Kémy Séba a l'habitude de le dire, je ne suis que le porte-parole de vos aspirations, mais le changement viendra de vous. Voilà. Appelez à la responsabilisation des nôtres. C'est le maître mot de nos actions, de nos discours. Il ne faudrait pas que si demain Kémy Séba n'est plus là, que tout s'arrête et que chacun reprenne son petit train de vie. Non. Et ça doit être une vague. Chacun doit prendre ses responsabilités, chacun doit se hisser à la hauteur des enjeux. Et c'est comme ça qu'on arrivera à provoquer, à hâter ce grand basculement. On pourrait, comme ça, faire cette émission sur 100 ans. Il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et que je n'ai pas tilté dessus? Là, c'est la dernière. Pas forcément une question, mais moi j'aurais quelque chose à vous dire. Pendant longtemps, on a beaucoup de nos militants, de nos responsables ont été fascinés par les institutions ou bien les médias français. Ils couraient vers eux. Parce qu'ils avaient l'impression, justement, en ayant l'onction, l'accord, la bénédiction de ces médias, que finalement ils allaient pouvoir parler aux Africains, dans ce fameux complexe. Nous, on incarne quelque chose de nouveau. On a décidé, et c'est quelque chose qu'on va systématiser, là je parle vraiment de l'ONG, et je reprends les termes de Kémy Séba, priorité aux médias africains. Priorité aux médias qui sont dans une logique d'intégrité, qui retranscrivent fidèlement nos propos, avec des différences, des oppositions, mais on peut débattre, on peut échanger de manière fraternelle. Mais chacun doit jouer sa partition. Chacun a son rôle à jouer. Si vous ne faites pas le travail de vulgarisation, de sensibilisation, nous, on peut agir de notre côté, mais il faut qu'on soit accompagné. Il faut que vous participiez à l'élévation du sens critique de notre peuple. Il y a beaucoup à faire. Et c'est pour ça chaque fois qu'on est sollicité par des médias communautaires, que ce soit des web médias, que ce soit radio, presse écrite, on y va. Pourtant, ces gens-là, souvent, sont snobés. Ils sont snobés malheureusement, par les c'est une responsables. grosse erreur. Ben oui. Donc, du coup, je pense que ça a été un plaisir pour moi de répondre à votre invitation, de même pour Kémy Séba. Et du coup, voilà, on est en accord avec notre ligne idéologique. Urgence panafricaniste, c'est le mouvement du peuple, c'est le mouvement qui parle aux masses. On se dirige principalement vers les nôtres, on les priorise. On est, sans trahir de secret, on est harcelé par les médias français qui veulent interviewer, qui veulent parler de nous, pour ensuite détourner les propos, pour ensuite dire ce qu'ils veulent. On ne les calcule pas. On n'a jamais couru après eux. On a un média, Facebook, qui est quasiment un média. C'est là-bas qu'ils vont prendre l'information. On a nos liens, nos contacts. Mais pour nous, c'est un plaisir, c'est un honneur de travailler et de privilégier les médias africains comme les vôtres. Faites votre partition.
continuer à participer à l'éveil des masses. Et c'est comme ça qu'on arrivera ensemble à atteindre l'objectif. Merci beaucoup, Eri. Je dois préciser que JMTV+, comme je l'ai dit en préambule, est un média ouvert à tout le monde. D'ailleurs, JMTV+, est le partenaire média du premier syndicat français des militaires. Militaires français. Il y a des blancs dedans, il y a des noirs, il y a tout le monde, des arabes dedans. Donc, ce média, tout le monde a le droit de venir s'y exprimer. C'est définitif et c'est comme ça ne changera pas. Alors, avant de terminer, je vous présente ce bouquin. Vous l'avez regardé, Eri. Voilà, Les profondes blessures d'une chute de Louise Meka Fossi. Louise Meka Fossi est la fille de Jacob Fossi qui est cité dans le livre Cameroun avec K de Thomas Deltombe. Elle est une victime directe du génocide bamileke. C'est son papa qui entraîna avec lui dans les chutes de l'Amitié l'officier de l'armée française André Outard. Elle rétablit un certain nombre de vérités dans ce livre qui a été publié le mois dernier et que vous pouvez trouver auprès de JMTV+, et de bien d'autres personnes. Un dernier commentaire là-dessus? Je vais rentrer avec. Notamment parce que c'est je suis en train de faire un travail de recherche politique, de terminer une thèse d'un doctorat en sciences politiques sur le Cameroun et justement sur les blocages politiques actuels au Cameroun. Et la période coloniale, justement, est au cœur de ça, est responsable de ça. Ça veut dire qu'on a un régime qui est la continuité de l'époque coloniale et donc qui garde encore dans les archives en secret tout un pan de l'histoire camerounaise qui a besoin de sortir. On ne peut pas être un peuple éveillé et dynamique si on n'est pas capable de mettre des pansements sur des mots. Or, la population, le peuple camerounais est profondément divisé, a subi un traumatisme avec, comme très peu de pays en Afrique l'ont connu, hein. On doit peut-être de l'Algérie ou de Madagascar. Bien l'Algérie surtout. Voilà, je pense que le Cameroun a vécu une guerre qui ne dit pas son nom. Et il est temps que l'alternance se produise pour que la vérité enfin puisse éclater. Chers téléspectateurs, j'espère que ce programme vous a plu. Restez connectés sur JMTV+, et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre programme du Bœuf Bourguignon. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Merci à JMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.